Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. L'école parvient-elle encore à transmettre les valeurs de la République? La question se pose avec une résonance toute particulière au lendemain des attentats de janvier dernier. Dès la fin janvier, ici au Sénat, une commission d'enquête avait été créée à la demande du groupe UMP. Elle porte sur le fonctionnement du service public de l'éducation, sur la perte de repères républicains et les difficultés rencontrées par les enseignants. Elle menait hier plusieurs auditions d'anciens ministres de l'Éducation nationale. Je vous propose ce matin de revoir celle de Luc Ferry et Luc Châtel. Alors on commence avec celle de Luc Ferry, ministre de l'Éducation sous Jacques Chirac de 2002 à 2004. À ce titre, il avait défendu la loi sur le port de signes religieux dans l'enseignement public en 2004. Luc Ferry qui insiste particulièrement sur l'enseignement de l'éducation civique dans les petites classes qu'il juge calamiteux et absurde. On découvre tout de suite son diagnostic et ses propositions. Bonjour, nous entamons les auditions d'aujourd'hui en recevant Monsieur Luc Ferry. Monsieur le ministre, vous avez appartenu au gouvernement de Jean-Pierre Raffarin de mai 2002 à mars 2004 avec comme portefeuille la jeunesse, l'éducation et la recherche. Vous connaissez bien la communauté éducative puisque vous avez vous-même enseigné la philosophie et de 1993 à 2002, date de votre nomination au gouvernement. Outre la publication d'ouvrages, votre réflexion sur l'éducation et la transmission s'est poursuivie à la présidence du Conseil d'analyse de la société de 2004 à 2013. Vous avez particulièrement abordé la question de l'engagement des jeunes dans les fonctions que vous avez exercées au sein de la commission Ambition Volontariat, de l'Agence du service civique ou dans la mission sur l'aspiration des jeunes que vous a confiée le Premier ministre François Fillon. La Commission a souhaité vous entendre comme d'autres anciens ministres de l'Éducation nationale. C'est à ce titre que vous avez notamment défendu devant le Parlement la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes religieux au sein de l'enseignement public. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux de commission, accessible en version papier et sur le site internet du Sénat. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, Monsieur le ministre, je vous invite à prêter serment de dire la vérité, toute la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Eh bien, je le jure, avec joie. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Je vous remercie et vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, très heureux de vous retrouver. Au fond, deux remarques simplement pour ouvrir la conversation entre nous, si vous le souhaitez. Je vais parler peut-être un peu brutalement, mais ma conviction depuis bien longtemps, c'est que nos cours d'instruction civique ou d'éducation civique, nos programmes d'éducation civique ou d'instruction civique, notamment pour les tout-petits, pour l'école primaire, sont calamiteux. Voilà, je le dis très franchement, ils sont même absurdes. Et j'avais, lorsque j'étais aux affaires, essayé de les changer, je vous en dirai quelques mots. Je les trouve absurdes, non pas parce que les contenus qui sont proposés sont inintéressants en soi, mais parce qu'ils sont totalement inadaptés à ce qu'on veut obtenir des enfants de cet âge-là. Qu'est-ce qu'on veut obtenir des enfants de cet âge-là? Après, c'est trop tard. Après, quand vous avez affaire aux frères Kouachi, c'est beaucoup trop tard pour faire des cours de morale. C'est trop tard. Avec les petits, tout est possible. Au CP, au CE1, au CE2, ils sont encore tout mignons, pour parler simplement, comme dans les familles. Ils vous écoutent, ils vous font confiance, ils aiment leur maîtresse. Je dis maîtresse parce que 95% à ce niveau-là, ce sont des femmes. Et donc, on a là vraiment la possibilité d'agir et d'être écouté, d'être entendu.
Or, je regarde ces cours d'instruction civique, c'est un mélange à la fois de principes de droit constitutionnel qui seraient formidables à exposer dans un cours de licence, de troisième année de faculté de droit, ou alors des petits préceptes de morale sans aucun intérêt. Et je voulais vous donner quelques exemples. Dans les derniers programmes, je n'incriminer personne, mais antisémitisme ne figure pas, racisme ne figure pas, crime contre l'humanité ne figure pas, génocide ne figure pas. Mais en revanche, je vais vous donner quelques exemples qui sont c'est pour les petits, c'est l'école primaire. Et voyez comment ils sont, ils ont 7 ans, 8 ans, des bébés encore, quasiment. J'ai quelques échantillons à la maison. Vous avez par exemple connaître dans leurs très grandes lignes les recettes et les dépenses de l'État et des collectivités locales. Ah oui, ça c'est vraiment passionnant pour eux. Et puis je pense même que si on faisait un sondage auprès de nos concitoyens, même les très grands adultes, on aurait des réponses surréalistes à ce type de questions. Bon, donc connaître dans leurs grandes lignes la nature et le fonctionnement des principaux impôts. Alors tenez-vous bien, les principaux impôts. Impôts sur le revenu, encore je peux comprendre, mais les taxes locales et la TVA. Les gamins ont 8 ans. Vous voyez les dents là, en espalier, bon, c'est grotesque. Donc on est dans le ridicule achevé. Et ça, ce sont les derniers programmes, ce sont ceux de cette année. Hein, et puis je pourrais vous donner 50 exemples dans le même genre. Donc on a des cours de droit constitutionnel pour enfants. Encore une fois, je ne dis pas que ces thèmes soient en soi illégitimes ou inintéressants, mais l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. On a le temps. Première réflexion sur l'école, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire après? Parler des impôts, des taxes locales, du budget des collectivités territoriales, vous vous rendez compte? On peut le faire quand les enfants auront 14 ou 15 ans, et peut-être même plus tard. Mais à 8 ans, quel intérêt? Alors qu'à 8 ans, si on aborde des grandes questions morales, ils sont passionnés. Elles ne figurent pas. Alors, lorsque j'étais aux affaires, l'idée que j'avais eue, c'était de réunir des grands intellectuels, de leur demander de choisir de tous horizons, bien entendu, c'était très pluraliste, de proposer des textes et des documents et des thèmes de réflexion. L'idée était de passer par les grandes œuvres pour aborder des questions. Ça s'appelait « Un guide républicain pour rappeler les valeurs de la laïcité et de la vie commune, un outil pédagogique pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les dérives communautaristes ». C'était en 2002. Vous voyez que c'était plutôt d'actualité, c'était même un peu en avance. Et les collaborateurs de ce guide républicain étaient Mohamed Harkoun, Jean-Pierre Azéma, Elisabeth Badinter, Tal Benjeloun, Pascal Bruckner, Guy Carcassonne, André Comte-Sponville, Régis Debray, Marek Alter, Marceau-Long, Pierre Nora, Mona Ozouf, Michel Perrault, je ne vais pas tous les citer, René Raymond, Dominique Schnapper, Jean-Christophe Ruffin, Taguieff, Todorov, Yevorka, Vinox. Ça avait quand même une autre allure que des programmes, et c'était destiné à construire les programmes. Quelle était l'idée? C'est qu'avec des enfants ou avec des adolescents, même plus tard au collège, pour vraiment les faire réfléchir et faire passer des messages de morale civique, parlons simplement sur l'antisémitisme, le communautarisme, le racisme, etc., sur des grands sujets qui les passionnent, l'important, l'essentiel était de passer par des grandes œuvres littéraires ou cinématographiques. Quand vous voyez la liste de Schindler, vous ne rentrez pas chez vous indemne. Quand vous lisez Le choix de Sophie, vous ne rentrez pas chez vous indemne. Et donc, mais aussi on avait un documentaire magnifique sur la mobilisation de la mosquée de Paris pour défendre les résistants en 1942. Bon, on avait là vraiment de quoi réfléchir avec les enfants, de quoi les passionner, de quoi les émouvoir, de quoi les mobiliser, de quoi les rendre intelligents. Et donc, je voulais vraiment bouleverser complètement ces programmes d'instruction civique, au moins pour les petits, pour l'école primaire. Et pour les plus grands, deuxième série de remarques, et je m'arrêterai là. J'ai pendant 2 ans, avec mon petit conseil, avec notamment l'amiral Béraud, qui est quelqu'un de remarquable, qui avait été le vice-président de la commission de réforme des armées, nous avons travaillé sur la question du service civique. Donc cet ouvrage a été publié chez Odile Jacob pour un service civique, et nous avons donc examiné toutes les questions qui sont relatives à ce service civique, c'est-à-dire est-ce qu'il doit être obligatoire ou pas, est-ce qu'il doit être rétribué ou pas, est-ce qu'il doit être fractionné ou pas, qui doit accueillir les services civiques, quelles sont les missions qu'on doit proposer aux jeunes.
Toutes les questions importantes ont donc été étudiées par nous pendant 1 an et demi. Nous avons reçu bien sûr tous les partis politiques, nous avons reçu les groupes du Sénat et de l'Assemblée, nous avons reçu toutes les associations, ou toutes celles, pas toutes parce qu'il y en a des milliers en France bien sûr, mais toutes celles qui sont vraiment représentatives et susceptibles d'accueillir les jeunes pour le service civique. 2 conclusions simplement, il y en aurait beaucoup d'autres à faire valoir, mais simplement 2 conclusions. Il faut arrêter le délire sur le service civique. Le service civique et civil ne sera pas obligatoire. Ça n'est pas la peine de prétendre autre chose. Il ne le sera pas, il ne sera jamais. Si vous voulez un service obligatoire, il faut qu'il soit militaire. Je ne suis pas forcément contre, ce n'est pas le sujet. On peut préférer un service obligatoire, mais sachez que si vous voulez un service obligatoire, il ne pourra être que militaire, il ne sera pas civil. Pourquoi ? Réponse très simple. Un service civil et civique suppose que des associations privées, des associations, ATD Quart Monde, les chantiers de Sœur Emmanuel, la Croix-Rouge ou qui vous voudrez d'autres, accueillent les jeunes. Ce sont ces associations qui vont accueillir les jeunes. Et donc les associations, il faut les recevoir. Elles ne veulent pas d'un service obligatoire, elles ne veulent pas qu'on leur impose des jeunes gens. Elles n'en veulent pas, tout simplement. Donc elles nous disent très clairement, ces associations, j'en ai reçu des dizaines pendant toute l'année où nous avons travaillé, elles nous disent, nous ne voulons pas qu'on nous impose des jeunes gens. On a par exemple probablement besoin de 100 000 services civiques en France pour les ruptures de solitude des vieux dans les collectivités territoriales. On a besoin, et ce n'est pas de l'emploi marchand. Eh bien, les associations nous disent, si vous nous imposez des jeunes qui ne veulent pas faire ce travail-là, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les exterminer, les vieux, dans le quart d'heure. Ça n'a pas de sens. Et donc, et en plus, ce qu'on veut valoriser, c'est l'engagement des jeunes, c'est pas leur obligation. Donc, si on veut un service obligatoire, et je comprends les arguments de ceux qui veulent un service obligatoire, ils disent, bah voilà, il faut recadrer les jeunes, il faut qu'ils se lèvent le matin, il faut les habiller, il faut les habituer. Mais les associations n'ont pas le mitard ni l'adjudant. Elles ne peuvent pas gérer la désertion. Donc, ça n'a pas de sens, tout simplement. Par ailleurs, continuons. Une classe d'âge, c'est combien de jeunes? 700 000, au minimum. 700 000. Nous n'avons pas 700 000 missions de service civils et civiques à offrir aux jeunes. On en a peut-être 200 000 en France. Mais si on va au-delà de 200 000, d'abord on ne les a pas, on va faire des stages photocopie café. Et en plus, donc sans aucun intérêt, mais en plus on va empiéter massivement sur de l'emploi marchand, on va faire des faux emplois. C'est pas ça qu'on cherche. Donc, par quelque bout que vous preniez le problème, si vous voulez un service obligatoire, il faut qu'il soit sous égide militaire, même s'il a des finalités civiles et civiques. Mais il sera sous égide militaire. Seuls les militaires peuvent gérer 700 000 gamins et les obliger à venir. Et en plus, bon, alors je ne parle pas des coûts et de la difficulté et du fait qu'on a vendu les casernes et qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais imaginons qu'on le veuille. Après, c'est une question de volonté politique. Mais ce ne sera pas un service civil. Le service civil, on peut monter à 200 000 jeunes. Et alors, deuxième et dernière remarque, c'est quand même formidable ce service civil et civique. Si on arrive à 200 000, budgétairement, à chaque fois on dit ça coûte cher, mais ça ne coûte rien. Il suffit de passer le budget des emplois jeunes vers les services civiques. Ça n'a aucun sens. Plutôt que de fabriquer ces fichus emplois jeunes qui ne servent à rien, faisons des services civiques avec le même budget. Bon, c'est absurde. Pourquoi j'avais parlé à Christine Lagarde, elle était entièrement d'accord avec ça. Donc faisons des services civils et civiques. Je vais m'arrêter là, mais je dis juste cette dernière idée. Ça a un avantage énorme. Nous avons regardé, donc fait quantité aussi d'enquêtes, de sondages, et puis regardez ce qui se passe en Italie. Ça touche toutes les classes sociales. Autrement dit, les jeunes veulent s'engager aussi bien dans le 7e arrondissement de Paris que dans les quartiers. Et donc on touche toutes les classes sociales. Et puis ça fait tache d'huile. Ce que j'avais demandé pour ce service civique, c'est que on privilégie autant qu'il est possible des chantiers plutôt que des engagements individuels et que les jeunes se retrouvent dans des chantiers, qu'il y ait un brassage social et puis qu'ils soient formés par les associations qui les accueillent. Mais quand un jeune a fait un service civique et qu'il a rencontré d'autres jeunes, peut-être il est même tombé amoureux, il a en tout cas eu des amis, il a appris des choses, ça fait tache d'huile quand il rentre chez lui dans sa banlieue ou dans son 7e arrondissement de Paris, il va dire à son petit frère ou à sa petite sœur « mais c'est formidable, j'ai passé un moment extraordinaire
extraordinaires, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Et dans 95% des cas, ça marche très bien. Donc, je ne développe pas davantage, mais voilà les deux axes de ma réflexion sur l'enseignement concernant l'éducation civique en général, la laïcité, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et contre l'atomisation de la société en communautarisme. Oui, d'un côté, refaire des programmes qui tiennent la route et qui soient passionnants pour les élèves et qui les fassent vraiment réfléchir, et puis de l'autre côté, pour les plus grands, leur offrir enfin des possibilités de s'engager dans la cité et d'être reconnus, respectés, valorisés pour leurs engagements. Et d'ailleurs, il faut qu'il y ait de la VAE là-dedans, il faut qu'il y ait de la valorisation de l'expérience, notamment avec les universités, comme on le fait au Canada. Un jeune étudiant qui s'est engagé et qui s'est occupé d'une classe d'enfants autistes pendant 6 mois peut très bien valoriser son travail dans un mémoire de maîtrise, par exemple, et être reconnu par son université pour le travail qu'il a fait. Et on peut aussi offrir pour les jeunes qui ne sont pas à l'université un carnet du service civique qu'ils présenteront à un chef d'entreprise quand ils voudront se faire engager. Je vous garantis qu'un chef d'entreprise sera content plutôt d'engager un jeune qui a fait un service civique plutôt qu'à niveau égal un jeune qui ne l'a pas fait. Donc il y a aussi une question de reconnaissance dans la cité. Et donc ces deux projets-là me paraissent des bons projets. Il y en aurait un troisième, et je laisse là, je rassure la présidente, je m'arrête, qui serait quand même de rétablir l'autorité au collège, mais c'est une autre affaire. Alors, Monsieur le Ministre, merci beaucoup. C'est vrai que vous sentiez que j'avais envie de vous couper, mais c'est bien que vous l'ayez senti sans que Parce que ce premier sujet est vraiment le nôtre. Le deuxième, un petit peu moins, puisque nous sommes sur l'école, les valeurs républicaines. Peut-être que celui dont vous n'avez pas parlé sur le collège est en effet aussi le nôtre, mais je vais donc laisser le rapporteur vous poser quelques questions. Je vous remercie. Merci Présidente et merci Monsieur le Ministre d'avoir pris du temps. Je sais combien votre temps est précieux. Et je voudrais vous remercier non seulement de votre fonction de ministre à une époque, une période difficile aussi, et puis vous dire que c'est peut-être un grand tort d'avoir raison trop tôt, parce que l'idée républicaine aujourd'hui, c'est de 2002, et on a souvent tendance à entendre les uns les autres nous dire on revient encore sur le même problème, on ne prend pas les bonnes décisions. Et nous avons enfin décidé, en tout cas on espère que cette commission d'enquête trouvera un cheminement intéressant et surtout proposera des solutions innovantes, peut-être parfois percutantes, mais en tout cas qui seront à l'image de ce que vous avez dit aujourd'hui. Je vous en remercie. Moi je voudrais vous poser 3 questions. La première, justement, vous ne l'avez pas développée, mais c'est la question de l'autorité au collège, parce que je crois que c'est une période de la vie importante à différents types de niveaux, mais je pense que vous le déclinerez de manière plus forte que moi. Donc c'est cette première question, l'autorité au collège, avec la question sur le fait des enseignants, est-ce qu'ils sont suffisamment préparés ou correctement préparés à transmettre les valeurs républicaines? Les programmes satisfaisants, vous nous avez esquissé les programmes d'instruction civique dans le primaire, mais peut-être qu'au collège, il y a peut-être aussi d'autres choses. Et puis, faut-il peut-être rééditer ce guide républicain, comparable avec ce que vous avez écrit, l'idée républicaine aujourd'hui? Telle est ma première question. La deuxième question, pensez-vous que l'enseignement du fait religieux soit souhaitable autour de la scolarité comme instrument de diffusion de l'esprit de tolérance? Et puis, dernière question, pensez-vous que le ministère de l'Éducation nationale dispose des outils nécessaires pour recenser, relayer et traiter les incidents qui se déroulent à l'école? Nous avons eu quelques difficultés dans quelques auditions précédentes d'avoir des informations. Est-ce qu'il n'y aurait pas un outil intéressant pour pouvoir remonter, ou y a-t-il peut-être, non pas seulement un déni de réalité, mais le fait de dire souvent, d'entendre, arrêtons de stigmatiser, arrêtons, etc. Et à force de dire ces mots-là, eh ben, on n'ose plus dire les choses, on n'ose plus dire la vérité. Merci, Monsieur le Ministre. Merci.
d'abord sur le recensement des difficultés. Nous avions jusqu'en 2006 un logiciel qui avait été créé par, je crois, par mon ami Claude Allègre, malheureusement supprimé en 2008, je ne sais pas pourquoi, mais qui permettait de recenser tous les actes de violence. Donc ça s'appelait SIGNA, je l'ai là, recensement des actes de violence. Alors ça a été modifié, en fait, malheureusement c'était juste pour noyer le poisson, comme d'habitude, bon, pour essayer de faire en sorte que les choses apparaissent plus agréablement. Mais le logiciel SIGNA, dans sa brutalité, avait le mérite d'être très clair. 85 000 incidents graves en 2005-2006. Les chiffres n'ont pas changé, c'est les mêmes. Quand on sait lire, un peu décrypter les nouveaux capteurs, en gros, ça fait 10 ans qu'on a les mêmes chiffres. Je vous donne simplement les premières lignes, parce que, enfin, si c'était pas dramatique, ce serait amusant. Violence physique sans armes. C'est amusant, oui, c'est rassurant, parce qu'après, on dit, ah ben, avec armes, alors bon, 24 390. Voilà. Insultes ou menaces grasses, 21 000. Violence physique avec armes, 1611, etc., etc. Trafic de drogue, viol, etc. Bon. Donc 85 000, donc on a un problème. Et encore, ça ne comprend pas peut-être le phénomène majeur, le plus important, le plus détestable, c'est-à-dire le racket. Parce que le racket, c'est hors établissement. Bon, donc Claude Allègre avait eu 1000 fois raison de mettre en place ce logiciel, il n'y avait aucune raison de le supprimer, et ça pose évidemment la question de l'autorité à l'école, et surtout au collège, parce que c'est au collège que, bien sûr, nous le savons tous, les adolescents deviennent remuants. Toutes les difficultés se créent et s'enquistent à l'école primaire, donc c'est évidemment sur l'école primaire qu'il faut mettre le paquet, mais c'est au collège que ça se voit, parce qu'à 14 ans, on est remuant, et peut-être même violent. À 6 ans, ça va encore. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir l'autorité dans le collège? D'abord, il faut constater les choses sans langue de bois. Aujourd'hui, les professeurs n'ont aucune autorité autre que leur autorité naturelle. Il n'y a aucune autre arme, si je puis dire. Aucune. Vous dites à un enfant, tu es collé, il ne vient pas, vous faites quoi? Il sait que l'enseignement est obligatoire jusqu'à 16 ans. Vous lui dites, tu es renvoyé une semaine ou tu es renvoyé 3 jours. Ah ben merci monsieur, est-ce que vous ne pourriez pas m'envoyer 15 jours? Ça m'arrangerait. Bon. Donc ça n'a pas de sens. On a presque 150 ou 120 000 absentéistes chroniques. Donc renvoyer un gamin qui est absentéiste chronique, le renvoyer une journée, c'est le cautère sur la jambe de bois. Et encore, le cautère laisse peut-être une trace sur le bois, mais là, rien. Et donc, il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, les professeurs sont totalement démunis. Ils n'ont aucun moyen d'associer leur autorité à quelque sanction que ce soit. Aucun. Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Dans l'école privée, c'est très différent. Parce que dans l'école privée, on renvoie les enfants à tour de bras. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a 100% de réussite au bac. Soyons clairs là aussi, parlons sans langue de bois. Et donc, dans l'école privée, quand vous avez mis vos enfants dans l'école privée, puis que la directrice de l'école ou le directeur vous annonce que votre gamin est viré parce qu'il s'est mal conduit, les parents sont consternés. Bon, dans l'école publique, ça n'est pas possible. Donc, comment on fait? Donc, il y a évidemment, première question, comment rétablir, malgré tout, des sanctions qui aient un sens? À ma connaissance, les seules qui aient un sens, ce sont les sanctions inclusion, c'est-à-dire que les punitions à l'intérieur même du collège. Et donc, moi, je suis pour les travaux d'utilité publique à l'intérieur du collège. Mais si les enfants ne les accomplissent pas, ces travaux d'utilité publique à l'intérieur du collège, quels qu'ils soient, ça peut être ranger la bibliothèque, peu importe. Mais s'ils ne les accomplissent pas, il faut évidemment convoquer et être capable de punir les parents. La proposition d'Éric Ciotti a été mal comprise. Il ne s'agissait pas de supprimer les allocations familiales, quoi qu'il arrivât, et à tout le monde et systématiquement. Mais il faut qu'on ait, avec des parents qui se moquent du monde, avec des parents qui encouragent leurs enfants. On a vu des exemples cette année assez nombreux. Lorsque un enfant est puni, le père de famille qui vient insulter les professeurs. Dans ce cas de figure-là, quand les parents ne sont pas de bonne volonté, ne veulent pas non seulement travailler avec les professeurs, mais ne veulent pas que leurs enfants soient punis, mais insultent, voire frappent les professeurs, il faut évidemment qu'on puisse punir les parents. Et donc il faut réfléchir à ça. Mais maintenant, la punition, il n'y a pas d'autorité sans sanction, je viens de le dire. Mais en même temps, évidemment qu'il faut prendre le problème en amont.
Moi, j'ai des chats à la maison, d'ailleurs, et je me suis fait encore griffer hier, ils sont adorables. Mais quand vous essayez d'attraper un chat, que vous le coincez dans un coin de la pièce, il griffe. Même chose pour un adolescent. Si vous mettez les enfants en échec scolaire pendant des années, ils deviennent méchants et ils deviennent violents. Donc le problème, c'est qu'on a 35% de nos enfants qui aujourd'hui arrivent en classe de 6e en très grande difficulté de lecture et d'écriture, c'est-à-dire en échec scolaire. J'ai fait avec l'amiral Béraud une étude sur le sujet qui est aussi publiée chez Odile Jacob. On a croisé les chiffres des JAP, des journées d'appel pour la défense, et puis les chiffres du ministère de l'Éducation. On a fait toute une enquête sur le sujet. On a 35% de nos enfants en très grande difficulté de lecture et d'écriture à l'entrée en 6e, et même résultat à 18 ans au JAPD. Bon, donc ces enfants-là sont en échec scolaire. Le problème de l'illettrisme est le problème majeur. Et donc quand je vois les réformes cosmétiques qu'on nous propose aujourd'hui, je suis consterné. La seule chose qui marche pour réduire l'illettrisme et l'échec scolaire, c'est le dédoublement de cours préparatoires. Dédoubler les classes de CP pour faire en sorte que les maîtresses puissent réparer les échecs au moment où ils se produisent. Je vais vous donner un chiffre qui dit tout. 80% des enfants qui n'apprennent pas à lire au cours préparatoire n'apprennent jamais à lire. C'est là que ça se passe. Et quand on a raté cet apprentissage-là, les enfants sont en échec scolaire parce que quand vous êtes en difficulté de lecture, vous êtes en difficulté partout ailleurs. Il y a un deuxième moyen de rattraper les choses au niveau du collège, c'est certainement pas ce qu'on propose aujourd'hui, qui est totalement cosmétique, pardon de le dire, mais c'est de mettre en place des classes en alternance. École, lycée professionnel, collège, lycée professionnel, je veux dire, collège, entreprise. Certainement pas, comme le dit tout le temps un certain discours de droite, certainement pas casser le collège unique, surtout pas. Mais installer au sein du collège unique des classes en alternance, collège, entreprise, collège, lycée professionnel, voire collège CFA. Vous gardez le gamin dans le collège d'enseignement général parce que vous voulez, on va aménager son programme. Ça veut dire quoi concrètement? Il va aller 2 après-midi par semaine dans un lycée professionnel ou dans une entreprise. Il va découvrir des métiers peut-être 3 fois dans l'année, des métiers différents pour qu'il puisse faire une idée. Ce gamin qui est coincé dans le collège, qui vomit tout ce qui ressemble à un prof, à un programme, à une classe, d'un seul coup, d'abord il est debout, il n'est pas assis, et il va apprendre des choses. Il peut travailler de ses mains, il peut travailler des choses intelligentes et il va s'intéresser à ce qu'il fait. Dans un lycée automobile, où il va réparer des moteurs de moto, dans un magnifique lycée comme le lycée Taille de Pierre d'Arras, le lycée Navigation fluviale de Strasbourg, dans un lycée hôtelier bien fait. Bon, il va découvrir, ou même dans un lycée coiffure, il va découvrir des choses formidables qui vont l'intéresser. Et 2 après-midi par semaine, il va décompenser, il va arrêter d'être coincé et d'être violent. Eh bien, on va le garder quand même dans le collège unique. Pourquoi? Même si on aménage un peu le programme, pour que on va pas mettre les enfants de 12 ans ou de 13 ans dans un entonnoir et en faire des petits ouvriers à 13 ans, comme on faisait avant, dans les cours complémentaires, comme on disait dans mon enfance. Bon, mais il faut qu'ils fassent l'enseignement général le plus loin possible, ne serait-ce que pour pouvoir passer un bac pro. On ne va pas le priver de ça. Hein, ça, c'est la vraie solution. Ça marche, mais formidablement. Vous sauvez la vie des enfants. Donc, dédoublement de CP d'un côté, classe en alternance de l'autre. Pourquoi ça fait... Je finis par être exaspéré de ce radotage qui est le mien. Ça fait 12 ans que je ne cesse de le dire à tous mes collègues ministres. Aucun n'a voulu mettre en place ces 2 systèmes. Pourquoi? Parce que ça marche et que ça ne coûte rien. C'est exaspérant. Et ça marche formidablement. Et là, vous réglez 80% des problèmes d'incivilité et de violence au collège. Parce que l'incivilité et la violence, elles viennent de quoi? Elles ne tombent pas du ciel. Ces incivilités, ces violences, elles viennent du fait que ces enfants qui sont en échec subissent eux-mêmes une violence, qui est celle de l'échec. Bon, alors l'enseignement du fait religieux, je vais être très bref maintenant. Il existe déjà, c'est moi qui l'ai mis en place, l'enseignement avec Dominique Borne, le patron de l'inspection générale d'histoire. Donc nous avons mis en place un enseignement très très puissant, un enseignement du fait religieux, notamment en 6e et en seconde, où on a même obligé, dans les programmes, les professeurs de lettres et d'histoire à travailler ensemble, avec l'obligation de lire les grands textes religieux. Il y a la naissance du christianisme, il y a les grands, évidemment. Et j'en avais beaucoup discuté avec le cardinal Lustiger. On ne veut pas, et d'ailleurs ça ne sera jamais le cas, ça ne peut pas être un enseignement disciplinaire à part. Il ne peut pas y avoir d'enseignement disciplinaire qui s'appellerait le fait religieux. Qui ferait cet enseignement? Personne. Vous n'allez pas faire venir des prêtres ou des rabbins ou des imams dans les écoles pour faire l'enseignement du fait religieux. Ça ne peut être que des professeurs d'histoire.
Et donc on doit enseigner l'histoire religieuse au nom de la culture, mais ça doit être fait par des professeurs d'histoire, parce que ça ne doit pas être un enseignement confessionnel, un peu de bon sens quand même. Et donc ça ne peut pas être une discipline à part. Donc j'avais discuté de ça X fois avec Régis Debray. Je l'entends dire aujourd'hui, ah, il n'y a pas d'enseignement du fait religieux. Mais si, il est là. Arrêtons de découvrir l'Amérique et regarder les programmes. L'enseignement du fait religieux, il est massif en 6e et en seconde. Et c'est très suffisant. Bon. Alors maintenant, c'est vrai que ce qui pose problème dans certaines écoles ou dans certains collèges, c'est quand on touche au Coran. Ah, ça, c'est un autre problème, mais il est là. Bon. Et puis, encore une fois, sur le recensement des actes de violence divers dans les écoles, on avait un très bon outil. On a plus ou moins noyé le poisson en changeant cet outil, mais enfin, il est quand même encore là et rien n'empêche de le remettre en état. Hein. Et ce que j'avais là, Signa, encore une fois, que mon ami Claude Allègre avait mis en place, c'était très bien. Ça nous permettait de voir ce qui se passait dans l'école. Juste un dernier mot, 85 000 incidents graves. Soyons clairs, c'est le sommet de l'iceberg, hein, parce que c'est ce qui est signalé, Signa, par les chefs d'établissement. Or, les chefs d'établissement n'aiment pas signaler des incidents graves, ça donne une mauvaise image à leur établissement. Donc, ils ne signalent vraiment que ce qu'ils sont obligés de signaler, et tous ne le font pas. Beaucoup disent, mais on peut se débrouiller tout seul. Donc, encore une fois, 85 000 incidents graves, c'est le sommet de l'iceberg. Et donc, oui, on a un vrai problème au collège. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à mes collègues. Donc, j'ai Monsieur Longuet. On va en prendre 3. Vous répondrez. Voilà, donc Monsieur Longuet. Merci. Oui, merci, cher Luc, de ton intervention très enthousiaste et qui est la marque d'un esprit éternellement jeune. C'est-à-dire que tu ne doutes pas que l'on puisse changer les choses et c'est parfaitement roboratif en cette matinée. Je voudrais parler de l'établissement. Est-ce que, au fond, l'éducation nationale repose sur a reposé longtemps sur le face-à-face entre l'enseignant et ses élèves? Est-ce qu'il ne serait pas temps de construire l'établissement? Tu as évoqué tout à l'heure l'enseignement privé qui est à bien des égards discutable sur son élitisme artificiel, mais qui a le mérite d'être une structure construite avec des valeurs partagées dans le cadre d'un établissement dont le dirigeant a l'immense avantage sur le secteur public de pouvoir choisir ses élèves et ses enseignants, peu ou prou. Donc c'est un cas à part. Pour avoir vécu comme président de région la présidence, pour me faire plaisir, d'un conseil d'administration de lycée agricole, j'ai pu voir ce qu'était un établissement public, ouvert à tous, mais qui avait une très forte structure d'établissement, c'est-à-dire un président du conseil d'administration qui n'était pas le directeur, un directeur qui avait une faculté de recruter ses enseignants pour partie et d'organiser assez librement ses enseignements et en particulier de pouvoir entrer dans la classe. Ce qui n'est pas le cas du collège, qui est en effet le point le plus sensible aujourd'hui. On a le sentiment que le proviseur du collège est très largement ressenti, non, le principal du collège et parfois le proviseur du lycée est très largement ressenti par ses anciens collègues enseignants comme une sorte de déserteur qui a fui le front. Le front, c'est le contact avec les élèves pour se réfugier dans la relation avec les adultes. Et la relation avec les adultes est plus facile que la relation avec les enfants, et en particulier les adolescents. Je partage totalement ce point de vue. Et donc, on a un chef d'établissement qui, en réalité, n'a aucune autorité. Il gère la misère, il gère les problèmes matériels s'il le peut. Si son conseil régional ou son conseil général est généreux, il peut faire des choses. Mais, d'une certaine façon, il n'a presque pas le droit, il n'a pas le droit d'entrer dans la classe. Et quand on parle de communauté éducative, c'est une formule qui est à la mode, qui correspond d'ailleurs à une idée très séduisante, mais qui est totalement fausse. Parce qu'il n'y a pas de communauté. Pour qu'il y ait une communauté, il faudrait des valeurs partagées, des objectifs définis en commun et une discipline pour que chaque enseignant cesse d'être un libéral pour devenir un partenaire dans un projet collectif. Alors, est-ce que le ministère a réfléchi à
Et alors, à la réalité de l'établissement. Dans le primaire, j'observe sur le terrain que nous avons de plus en plus d'écoles où se regroupent des classes, ce qui est une bonne chose. Je vois même dans le milieu rural, on a aujourd'hui non pas une école communale, mais le plus souvent une école cantonale et parfois une école supracantonale. Donc on voit émerger des établissements, y compris dans le primaire, mais on se pose la question de savoir est-ce que ces établissements ne pourraient pas avoir une vraie personnalité avec de vrais appuis locaux. Je pense aux élus qui ont l'avantage d'avoir des budgets et de connaître les familles, et de connaître les besoins locaux et connaître le climat local. J'évoque aussi la codification des comportements. Rien n'est plus... Pourquoi l'armée, ça marche? Parce que c'est simple, tout est codifié. On salue un supérieur qui vous rend son salut, on se vouvoie, et il y a des formes extérieures qui organisent la coexistence pacifique de gens qui sont plutôt pourtant non pas des violents, mais en tous les cas des gens qui peuvent physiquement s'exprimer. On a le sentiment que l'absence de codification, y compris dans les tenues, depuis les tenues jusqu'aux horaires en passant par les rituels de politesse, n'existe pas, enfin ou n'existe plus, ou existe d'une façon aléatoire. Ça, c'est Donc, première question, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur l'établissement? Et d'ailleurs, ça débouche sur les moyens d'autorité. Parce qu'à partir du moment où un établissement existe, l'autorité, je suis totalement de ton avis, les parents sont souvent des responsables négatifs. Je suis désolé de le dire, je suis parent, grand-parent, enfin bon, j'ai connu ça. Bon, excusez-moi, oui, chère Françoise, je vais... Non, mais pour une fois, on n'est pas trop nombreux, on profite c'est l'avantage, d'ailleurs, on fait fuir nos collègues pour être sûr d'avoir un dialogue avec l'orateur. Ne crois pas du tout que ce soit la désertion des sénateurs sur ce sujet. Ils sont tous passionnés, mais on les a évincés pour pouvoir parler tranquillement. Donc voilà, je vais poser deux questions très différentes. L'établissement jusqu'où? Et puis alors, il y a une question qui me passionne. On peut adopter les enfants, est-ce qu'on peut adopter des ancêtres? Je veux dire par là, nos ancêtres les Gaulois. Peut-on adopter des ancêtres et jusqu'où peut-on amener les jeunes à adopter des ancêtres qui ne sont pas les leurs, mais qui sont vraiment les nôtres et qui sont fédérateurs? Ils sont fédérateurs, Jeanne d'Arc, du Guesclin, Bayard, mais également, je ne sais pas moi, Gambetta partant en ballon ou Émile Zola écrivant J'accuse. Ce sont des ancêtres. Et il faut les adopter, quels que soient ses propres ancêtres à soi. Madame Pérol-Dumont, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu présent à cette invitation ce matin. Nous sommes tous très intéressés par la réflexion qui est la vôtre et pour ma part, je fais partie de vos fidèles lecteurs. Je ne rate aucune de vos réflexions philosophiques. Je suis donc très intéressée à titre privé, très intéressée comme sénatrice, mais aussi très intéressée en tant qu'enseignante de métier parce que la politique, c'est une fonction souvent passagère. Il ne faut jamais oublier que nous avons des vies professionnelles à côté, que nous en avons eu, c'est mon cas. Et donc très intéressée par votre audition. Simplement, je voudrais regretter la forme que prennent nos travaux. Il me semble qu'il aurait été préférable, plutôt que d'avoir une commission d'enquête qui, par essence, porte une suspicion de départ. Je suis présidente et je ne voudrais pas être désagréable. À chaque fois que nous sommes enregistrés, donc je le dis aujourd'hui devant la télé, nous sommes enregistrés, il y a une vidéo et cette question revient. Cette question ne revient pas quand nous ne sommes pas en vidéo. Donc la présidente a un petit moment d'humeur. Alors, la présidente m'excusera, mais je ne savais pas que nous étions enregistrés et c'est la première fois que j'entends cette réflexion ici. Donc, je vais quand même continuer à la faire en disant que... en disant que j'aurais préféré une autre forme, parce que sur un sujet aussi important, la responsabilité est collective, qu'elle est partagée depuis des années par des gouvernements qui se sont succédés, d'obédiences politiques différentes, et je tenais à le rappeler, Madame la Présidente, au-delà de votre mouvement d'humeur, permettez-moi d'avoir un petit peu de liberté d'expression. En ce moment, dans notre pays comme dans d'autres, c'est quand même important. Monsieur le Ministre, je m'étonnais dans votre propos liminaire
que vous n'ayez pas parlé de la question des familles et des parents. Vous y êtes ensuite revenu et c'est une bonne chose. Comment les enseignants peuvent-ils lutter contre la déshérence en termes de transmission des valeurs de certaines familles, même si on peut comprendre qu'au regard d'un contexte social, économique ou autre, il puisse y avoir des familles qui ne soient pas en situation de transmettre un socle minimum. Au regard du temps passé à l'école et au regard du temps passé à l'extérieur de l'école, comment peut-on aider les familles à être à nouveau en capacité de transmettre un certain nombre de principes et de valeurs? Vous n'avez pas non plus parlé, j'aimerais avoir votre sentiment sur ce sujet, de l'internat. Pensez-vous que l'internat puisse être un moyen, dans certaines situations, j'allais dire, non pas mettre des emplettes sur des jambes de bois, ou comme vous le disiez tout à l'heure, mais de pouvoir remettre dans le droit chemin un certain nombre d'enfants dès lors que l'on donne à cet internat des formes nouvelles et que l'on consent les moyens nécessaires. Pour lutter contre l'absentéisme, êtes-vous favorable, l'absentéisme scolaire par exemple, êtes-vous favorable à des mesures extrêmement punitives comme la suppression des allocations familiales? Non, vous avez dit non, vous avez dit d'autres formes. Oui. Vous avez cité M. Ciotti. Oui, oui, donc, mais sûr. êtes-vous favorable aux propositions de M. Ciotti ou ne l'êtes-vous pas? Pensez-vous qu'il faille utiliser d'autres façons? Je l'ai dit tout à l'heure. Pardon? Je l'ai dit tout à l'heure très clairement. J'ai dit que la proposition d'Éric Ciotti, pardon, madame, avait été mal, c'est juste pour qu'on ne se perde pas, avait été mal comprise, qu'il ne s'agissait pas mécaniquement et systématiquement de supprimer les allocations familiales à tout parent dont les enfants seraient absentéistes. Je serais totalement contre cette décision-là, mais ce n'était pas l'idée d'Éric Ciotti. J'en ai parlé avec lui récemment. Et moi-même, d'ailleurs, je dois dire, je m'étais trompé sur son idée. Et donc, j'étais hostile à ce que j'en avais compris. C'est-à-dire, on supprime systématiquement les allocations familiales aux parents dont les enfants sont absents. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je suis favorable à cette mesure dans certains cas, c'est-à-dire dans tous les cas où les parents ne collaborent pas avec l'école pour remettre les enfants dans l'école ou pour exercer une autorité quand elle a besoin d'être exercée. Donc j'ai parlé tout à fait des familles et des parents, mais je vous en reparlerai mieux tout à l'heure. Mais non, j'ai même cité ce cas-là très précisément. Voilà. Et donc je suis d'accord avec cette mesure si elle est appliquée avec intelligence. Dans certains cas, certains cas. Alors, est-ce que ça n'est pas antinomique avec un débat qui a eu lieu cette année par rapport à la mise sous condition de ressources des allocations familiales? C'est un sujet qui mérite débat. Oui, est-ce que les allocations familiales sont un droit universel ou bien est-ce que non mis à condition ou ne sont-elles pas un droit universel? C'était la raison pour laquelle je souhaitais que vous précisiez votre position par rapport à ce sujet-là. Je vous remercie. Madame la sénatrice. Donc, vu la façon et la possibilité de gérer le temps, je vais laisser une question à chacun des trois qui voulaient poser une question, mais une question, s'il vous plaît, qui n'a pas déjà été posée. Et ainsi, nous pourrons laisser un peu de temps à Monsieur le ministre. Donc, Marie-Annick Duchesne, une question, Madame Cartron, une question, et Monsieur Kern, une question. Je vous remercie. Comme à l'école. Bien. Bon, mais nous sommes dans une période au Sénat où nous sommes un petit peu remis dans l'axe. Et donc, moi, je vais essayer parmi mes... ce qui m'importe le plus, parmi les trois questions que j'avais, c'était celui du fait religieux. Et je suis... Monsieur le ministre, en plein accord, mais alors vraiment en plein accord avec ce que vous avez dit. En revanche, sur le privé, je trouve qu'il faudrait que nous essayions entre nous, en tous les cas, de ne plus se braquer sur le privé. J'ai eu des conversations souvent passionnantes avec Françoise Cartron, où on essayait de voir ce qu'il y avait de positif dans le privé. Et il est vrai qu'il y a des écoles privées élitistes, c'est vrai. Mais j'en connais aussi qui ont, qui, pour le fait religieux, il y avait à Versailles, qui est une ville quand même où le privé a son importance, une école élémentaire où on trouvait vraiment à 80%
de toutes les religions, toutes, à ce point que il y avait non pas de l'enseignement du fait religieux, mais un vécu. C'est-à-dire que dans telle classe où il y avait les fêtes des musulmans, eh bien, l'enseignant leur expliquait ce qu'était cette journée. Donc, je trouve qu'il faudrait essayer, voilà, entre nous, qu'on essaie de voir ce qu'il y a de positif, ce qu'il n'y a pas de positif pour prendre aux uns et aux autres, tout ça. Alors, tant pis, j'avais 2 autres points de vue, mais Françoise Carton. Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Alors, voilà, comme on est dans une période où on apprend à synthétiser sa pensée, donc une question, et j'ai l'impression 2 minutes maximum. Alors, je vais... Voilà. Donc, je vais interroger le ministre par rapport à son regard et à son expérience, puisque vous avez dit et vous avez porté un jugement que je partage sur l'absurdité de certains programmes. Quel est, de votre expérience, où sont les blocages dans cette grande maison éducation nationale pour que les choses puissent vraiment bouger? Et j'entends derrière vos propos un ministre qui a des idées, qui a une volonté, qui porte des choses. Alors il y a 2 handicaps, c'est le temps éphémère d'un ministre, sans doute. Bon, et est-ce que ce temps éphémère nourrit justement un immobilisme? Et donc, on va faire des préconisations, on va tous émettre des vœux, mais derrière, où sont les points de blocage et qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que les choses aillent mieux? D'heure pour répondre. Oui. Très bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je vais être pareil, très, très concis. Moi, je voudrais parler du regroupement d'établissements, notamment dans le secondaire, qui crée des structures de plus en plus grandes et où on note malheureusement qu'aujourd'hui, la surveillance et la gestion même de ces établissements est de plus en plus difficile. Je voudrais prendre l'exemple de 3 établissements qui ont été regroupés en un seul, un lycée d'enseignement général et technologique, avec un lycée professionnel et un CFA qui ont été regroupés. Il y avait avant 3 chefs d'établissement, il y avait 3 structures administratives, il n'y en a plus qu'une seule aujourd'hui. Et les enseignants, pour ne pas prendre que le cas des enseignants, ont carrément l'impression aujourd'hui d'être délaissés par l'administration et de se retrouver devant le fait de devoir eux-mêmes jouer plus aux gendarmes qu'avant. Et donc, effectivement, avant, il y avait déjà des problèmes dans chacun des établissements, mais qu'on arrivait à cibler. Aujourd'hui, avec le grand établissement, on n'arrive plus à cibler les différents problèmes qu'il y a. Et M. Abad a promis que ce serait 15 secondes. Oui, d'abord, je voudrais vous remercier sincèrement d'avoir, avec autant de conviction, rappelé l'importance, la nécessité du collège unique, mais en même temps d'avoir donné des pistes qui permettent de traiter de manière différente les situations de gamins qui sont forcément pas les mêmes. Juste une question, une préoccupation. Le lien, on a beaucoup parlé de l'école, l'école dont on est tous d'accord qu'elle doit avoir comme mission essentielle l'ascenseur social. Ne pensez-vous pas que l'affaiblissement de tous les mouvements d'éducation populaire, de tourisme social, d'encadrement des enfants, qui aujourd'hui se limitent uniquement au périscolaire au sens strict du terme, n'est pas aussi un facteur particulièrement déstabilisant en source de difficulté? 30 secondes. Merci. Voilà, la parole est à vous, Monsieur le Ministre. Un très grand merci à vous, mesdames et messieurs les sénateurs. Vos questions sont absolument passionnantes. Je ne vais évidemment pas pouvoir y répondre de manière satisfaisante. Juste quelques pistes de réflexion. D'abord, mon ami Gérard, sur la question des établissements. Je suis très favorable au plus d'autonomie possible dans les établissements. Le plus d'autonomie possible. Ça supposerait des vrais bouleversements dans le service public. Notamment, je serais assez favorable à ce qu'on réfléchisse, et peut-être pas seulement réfléchir, à, comme c'est le cas d'ailleurs pour l'école primaire, à des concours régionaux.
C'est le cas pour le recrutement des professeurs des écoles. Personne ne le conteste, personne ne dit qu'on a privatisé l'école pour autant. Ça reste un concours de service public. Mais ça aurait un très gros avantage d'avoir un concours qui soit régional pour le recrutement des professeurs du secondaire. Et d'ailleurs, je serais favorable à la fusion de l'Agrég et du CAPES. Alors, je vais me faire tuer par la Société des agrégés, mais je trouve qu'il n'y a aucune raison. Moi, j'ai les deux concours, mais il n'y a aucune raison d'avoir les deux. Ça pourrait très bien être le même concours de recrutement. Et dans ce cas-là, s'il était régional, ça aurait un très grand avantage, à la fois par rapport à la question que posait mon ami Gérard Longuet, mais aussi par rapport à l'attractivité du métier d'enseignant, parce que l'un des obstacles, vous savez qu'on a une très grande crise de recrutement des enseignants aujourd'hui, c'est un vrai souci, c'est peut-être même le souci majeur, la crise des vocations. Et donc, l'un des aspects de cette crise des vocations, c'est que le recrutement n'étant national, les professeurs qui sont recrutés sont envoyés à 1000 km de chez eux parfois, et pour eux c'est très déstabilisant quand ils sont mariés, qu'ils ont une maison, des enfants, etc. Et donc ça aurait un très grand avantage, ça permettrait, tout en gardant un recrutement de service public, de permettre, pourquoi pas, à des chefs d'établissement d'avoir une marge de manœuvre dans le recrutement des professeurs. Donc je suis favorable à beaucoup d'autonomie des établissements, aussi que des proviseurs ou des principaux de collège puissent afficher une spécificité de leur enseignement. Je suis pour des établissements dans lesquels il y a du grec et du latin. C'est le seul moyen d'ailleurs de maintenir le grec et le latin en France. Et donc, mais aussi qu'il y ait une charte d'établissement où on dise, voilà, chez nous, on corrige les devoirs en moins de 48 heures, on reçoit les professeurs, les parents qui le veulent en moins de 48 heures ou dans la semaine, etc. Et donc, il y a une autonomie des établissements, me paraîtrait une très bonne chose. Il restera toujours une différence, toujours, c'est que dans le service public, nous ne pouvons pas renvoyer les élèves. Et donc le problème de l'autorité se posera toujours différemment. Et bien sûr. Et donc on ne peut pas, l'enseignement est obligatoire jusqu'à 16 ans, les enfants le savent. Et donc la différence entre le privé et le public, elle est là. Et il y a une autre différence, c'est là aussi où tu as totalement raison, mais je ne peux pas le dire sans être désagréable, et je n'ai pas du tout envie d'être désagréable avec les collègues professeurs, mais j'étais moi-même comme ça, hein, donc je le dis à moi-même, c'est pas pour stigmatiser les autres. Dans le service public, le paradoxe, c'est que nous sommes des libéraux dans le service public, on est des électrons libres dans le service public. Moi, quand j'étais professeur, et tous mes collègues étaient pareils, nous n'avions qu'une idée, c'était de venir le plus tard possible, de rentrer le plus tôt possible, et la salle des profs, c'était l'horreur. Bon. Et donc, il n'y avait pas d'équipe pédagogique, c'est pas vrai. Alors qu'en effet, l'une des grandes caractéristiques de l'école privée, qui d'ailleurs est un service public, puisqu'elle est privée sous contrat, c'est évidemment du service public. Arrêtons la querelle scolaire. Mais c'est que les équipes pédagogiques sont soudées par des valeurs communes et que, évidemment, elles sont, de ce point de vue-là, dans une situation très différente. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire, mais plus on pourra aller loin dans l'autonomie des établissements, dans le cadre du service public, avec cette différence qui restera, et plus j'y serai favorable. Ce serait une plus longue discussion, évidemment. Et donc, ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez, madame. Je viens tout de suite à votre remarque sur le fait religieux. Je suis très heureux que nous soyons d'accord. Et vous avez tout à fait raison. Et beaucoup d'écoles privées sous contrat ne sont absolument pas élitistes. Et les trois religions du livre y sont représentées. C'est d'ailleurs même une obligation, hein, qu'elles puissent l'être en tout cas. Et donc, moi, je suis très favorable. Comme beaucoup de ministres, je le dis franchement, j'ai eu des élèves dans le public, j'ai eu des enfants dans le public, des enfants dans le privé sous contrat. Et j'ai toujours considéré que le service public comprenait le privé sous contrat. Mais la différence qui restera toujours, c'est la différence, non pas d'argent, non pas d'élitisme, mais la différence, est-ce qu'on peut choisir les professeurs? Est-ce qu'on peut renvoyer les élèves dans le service privé? Oui, on peut. Bon, j'en viens maintenant à la question des familles, madame, et j'en reviens à vous, parce que c'est une question très importante et vous avez tout à fait raison de la poser. Et je vais aller plus loin de ce que je vous ai dit. Évidemment que je serais totalement hostile à l'idée qu'on supprime les allocations familiales à la malheureuse maman qui a 4 enfants qu'elle élève toute seule et qui lui échappe totalement. On ne va pas en plus lui taper sur la tête, c'est ridicule. Mais si en revanche on a affaire à des familles qui sont de mauvaise volonté et qui insultent les professeurs, oui, je crois qu'il faut aller loin, qu'il faut pouvoir punir les parents aussi, s'il le faut, et que c'est même le seul moyen d'élever les enfants, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre du collège de service public, on ne peut pas avoir une autorité assortie d'une sanction réelle, sauf si les parents nous aident. Alors, je vais aller plus loin. Je vais vous dire franchement le fond de ma pensée.
Contrairement à ce qu'on dit partout dans la presse, et pas seulement, notre système scolaire marche pas mal du tout. Je vais être très clair. Les enquêtes PISA, contrairement à ce que disent 99% des journalistes, ne testent absolument pas le système scolaire, elles testent les performances de nos enfants. À la limite, ça n'a rien à voir. Les performances de nos enfants peuvent dépendre de bien d'autres facteurs que le système scolaire, et notamment des familles. Et je vais vous dire très franchement, d'abord, si on supprimait les 1500 points noirs en France, on serait numéro 1 dans les enquêtes PISA, devant la Finlande. Donc on a un problème de quartier, on a un problème de sociologie. Bon. Et deuxième point, et je vous dis ça pas au hasard, c'est ce que me disait mon directeur de l'évaluation et de la prospective qui avait fait une enquête là-dessus. Donc sachez-le, très significatif. Donc on a 15% de nos établissements qui sont en très très grande difficulté. Et deuxièmement, je vais vous dire, l'éducation et l'enseignement, ça n'est pas la même chose. L'éducation, ça relève des familles, les mots ont un sens. L'éducation, c'est les parents, les enfants dans la sphère privée de la famille. L'enseignement, c'est les professeurs, pas les parents, les élèves, pas les enfants, et dans la sphère publique de l'établissement scolaire. Et je vais vous dire très clairement, si l'éducation n'a pas précédé l'enseignement, l'enseignement est impossible. Voilà. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nos enfants sont mal élevés. Voilà, je suis désolé de le dire, ils sont mal élevés. Et si l'éducation dans les familles n'a pas précédé l'enseignement par les professeurs, l'enseignement devient impossible. Si je vous mets dans une classe difficile du 9 cube en 4e, vous ressortez en tutu au bout d'un quart d'heure. Voilà la vérité des choses. Et les parents se débarrassent de l'éducation sur les enseignants. Ça n'est pas la tâche des enseignants que d'éduquer les enfants. Il y a évidemment un peu de ça, je caricature. Bien sûr qu'il y a aussi une partie éducative, et j'ai parlé de l'éducation civique tout à l'heure, ça en fait partie. Mais ça n'est pas aux enseignants primordialement d'éduquer les enfants quand ils n'ont pas été dans les familles. Leur tâche principale, c'est de transmettre des connaissances et d'instruire. C'est l'instruction publique, la tâche principale des enseignants. Et quand l'éducation n'a pas précédé l'enseignement, on est en très grande difficulté. Sur les blocages et sur le regroupement d'établissements, je termine avec ça. Alors je pourrais vous dire pourquoi. C'est un des effets de ce que j'ai appelé la révolution de l'amour, c'est-à-dire le mariage d'amour, le passage du mariage arrangé au mariage d'amour, qui est le phénomène majeur depuis la naissance du christianisme en Europe. À mes yeux, c'est même plus important que la Révolution française. Cette révolution typiquement européenne, l'invention de la famille moderne, c'est l'invention de la famille fondée sur l'amour et non pas le mariage arrangé. Vous savez que 130 millions de petites filles seront mariées de force dans le monde d'ici 2025. Rapport d'un médecin de l'ONU, regardez sur Internet, c'est fascinant. Nous, Européens, nous avons inventé le mariage choisi, c'est-à-dire le mariage d'amour. L'amour, nous le transmettons aux enfants, mais nous avons beaucoup de mal avec l'autorité et les savoirs. L'éducation, c'est quoi? L'éducation, là, je prends éducation au sens là, et enseignement, c'est l'amour, la loi, les grandes œuvres. L'amour, nous l'avons, nous aimons nos enfants. Enfin, il y a aussi des dames qui congèlent les bébés, mais c'est quand même pas le cas général. On aime nos enfants, on les aime passionnément, ils nous le rendent. Mais l'autorité, les savoirs, très grande difficulté, on les aime tellement qu'on n'est plus capable de transmettre la loi et les savoirs. Donc il y aurait beaucoup à dire sur les familles. Et les familles se débarrassent aujourd'hui dans tous les milieux sociaux, et plus dans les milieux bourgeois qu'ailleurs. Elles se débarrassent de l'éducation sur l'école. C'est le tout à l'école. Je termine avec les deux autres questions sur les blocages, madame. Vous avez 1000 fois raison. Et je vais peut-être décevoir certains dans la salle. Ce qui m'a gêné quand j'étais ministre, ce n'est pas les syndicats, 7% de taux de syndicalisation dans l'école, et ce n'était pas les pires, le SNES, il y avait... Bon, d'accord, je sais, ils étaient contre tout, il y avait un côté boulet. Mais en même temps, en privé, c'était des gens qui savaient des choses et qui n'étaient pas nuls. Et notamment le SNUP, il y avait des gens qui étaient pas entièrement de mauvaise volonté et très compétents. Bon, mais ce qui m'a énormément gêné, c'est pas ça, c'est le médiatico-politique. Pour dire les choses, c'est le président de la République, et la presse. Parce que quand le président de la République est gêné parce qu'il y a des gamins qui sortent dans la rue, au bout de 3 minutes, on enlève le haut, au bout de 5 minutes, on enlève le haut et le bas. C'est ça le problème. Et ça, c'est beaucoup plus le chef politique qui est gênant que les syndicats. Et donc, regardez, même avec François Hollande, on a eu 3 ministres de l'Éducation en 2 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? La durée de vie moyenne des ministres de l'Éducation sous la Ve République est d'1 an et demi. C'est juste le temps qu'il faut pour ne rien faire.
Je suis resté 2 ans exactement, Fillon est resté 9 mois, Benoît Hamon 3 mois, etc. Et chacun... Réfléchissez à ça, c'est fascinant. Quand j'arrive le 8 mai, en mai, la rentrée de septembre, elle est bouclée depuis le mois de décembre qui précède. Pendant 1 an et demi, je ne peux rien faire de réel. Je peux réfléchir, je peux préparer une loi, je peux commencer à planter en terre des plantes qui pousseront plus tard. Mais si je me fais virer au bout de 2 ans, eh bien, celui qui vient après, il va recommencer tout le travail, il repart à zéro, parce qu'il a sa communication de ministre. Et donc, si vous restez 1 an et demi ou 2 ans en moyenne, c'est juste le temps qu'il faut pour ne rien faire. D'où le sentiment que nos concitoyens ont presque tous que le mammouth n'est pas réformable. Ça n'est pas vrai. Simplement, il faut rester 5 ans. Le problème, c'est que ceux qui sont restés aussi longtemps, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne faisaient rien. Je termine sur le regroupement d'établissements. Non, écoutez, permettez-moi d'être un peu... mais c'est quand même la vérité. On est sur un cheval dans cette affaire. Moi, j'ai toujours eu cette image. Quand on m'a nommé ministre, je me suis dit, j'ai un cheval magnifique, je vais pouvoir tirer le chariot, aller quelque part. Pas du tout. On était dans un jeu qui s'appelle le rodéo. Le but n'était pas d'aller quelque part, c'était de rester sur la bête. Et bien, moins vous la contrariez, plus longtemps vous restez. Voilà. Et je vous garantis que cette formule est vraie. Donc, il faut qu'on ait un président de la République qui soit capable de tenir le coup. Voilà. Compte tenu de son objet, la Commission a souhaité entendre plusieurs anciens ministres de l'Éducation nationale. Vous avez exercé ces fonctions rue de Grenelle de juin 2009 à mai 2012. À compter de 2010, votre portefeuille s'est d'ailleurs élargi à la jeunesse et à la vie associative. Auparavant, après avoir été élu député en 2002, vous avez intégré en 2007 le gouvernement comme secrétaire d'État en charge de la consommation, du tourisme puis de l'industrie. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux de commission, accessible en version papier sur le site internet du Sénat. Je n'apprendrai pas aux parlementaires que vous êtes que le formalisme des commissions d'enquête conduit à demander aux personnes entendues de prêter serment. Je suis donc également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, Monsieur le ministre, chers collègues députés, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser des questions. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues parlementaires. Je veux dire que je suis très heureux de retrouver cette maison, et en particulier ceux parmi vous qui connaissent bien les questions d'éducation, avec lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pendant 3 années rue de Grenelle, toujours dans un esprit d'ailleurs constructif. Je voudrais vous faire partager un certain nombre de réflexions sur la thématique qui vous anime, pour vous expliquer peut-être le cap qui a été le mien sur ces questions complexes, particulièrement d'actualité, dont vous avez souhaité vous saisir dans le cadre de votre commission d'enquête. Je considère, et je l'avais dit devant vous à plusieurs reprises, que l'école doit remplir 3 missions. Instruire, éduquer, insérer professionnellement. Alors si la dernière de ces missions a longtemps été considérée comme secondaire, à tort, je crois, on peut, je pense, partager ce constat, que la deuxième, éduquer, a eu tendance à s'effriter, sans doute après les années 68. Et mon ambition dans ce ministère, l'ambition du quinquennat de 2007 à 2012, a été de refaire de l'école le foyer de la transmission des valeurs civiques et morales. Je considère qu'il en va de la cohésion de la nation, et encore une fois, l'actualité récente l'a rappelé. J'avais à cœur, durant mon passage dans ce ministère, de relever au niveau de l'école le défi de la crise morale qui, à mon sens, traverse tout notre pays. Elle se traduit notamment par l'affaiblissement des symboles de la nation, elle se traduit par l'affaiblissement aussi de règles de vie en société,
parfois de l'effacement, ce qu'il est convenu d'appeler entre le bien et le mal. On peut débattre longtemps, et vous avez un philosophe avant moi qui aurait été bien plus percutant que moi dans ce domaine. J'ai donc engagé un certain nombre de dispositions, de mesures, parce que je souhaitais que l'école redevienne finalement ce qu'elle a été de meilleur, au temps de Jules Ferry et de ses successeurs, le creuset de la nation. Une école, donc une nation fondée sur le savoir, sur la méritocratie, sur l'adhésion à des valeurs communes. Alors je voudrais rapidement énumérer les mesures que j'ai prises rue de Grenelle et qui illustrent cet axe, cette priorité. Dans un premier temps, j'ai souhaité prendre un certain nombre de mesures symboliques pour rappeler ce cadre. L'affichage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans chaque classe d'école et de collège. Le rappel de la nécessité d'un apprentissage par cœur de l'hymne national en CM1, avec un livret d'accompagnement pour chaque élève. Ou encore la promotion des chorales scolaires comme vecteur de la maîtrise de soi et du respect des règles au sein d'un groupe. Voilà quelques gestes symboliques, importants à mon sens, que j'ai eu l'occasion de prendre en tant que ministre de l'Éducation nationale. Puis ensuite, toujours pour remettre un cadre précis dans tous les esprits, j'ai fait rédiger un texte relatif à l'instruction morale à l'école. Il a été publié à la rentrée 2011 au journal officiel. Il rappelait que la construction de l'enfant se fonde sur des principes universels que sont la liberté, la responsabilité individuelle et la distinction, j'y reviens, entre le bien et le mal. Mais surtout, il visait à donner toute sa mesure à l'enseignement d'instruction civique et morale, réintroduit dans les programmes de 2008 par mon prédécesseur Xavier Darcos. Par ce texte, je recommandais à chaque maître de consacrer un temps régulier à des lectures, des récits, des événements présentant une problématique morale. Je recommandais aussi l'usage de la maxime, dont les plus emblématiques étaient d'ailleurs proposées en annexe de cette circulaire. L'objectif de l'instruction morale est d'aider chaque élève à édifier, à renforcer sa conscience morale dans des situations concrètes et en référence aux valeurs communes à tout honnête homme. Un livre à destination des maîtres a été également rédigé. Il a été publié par le CNDP pour la rentrée 2012 pour donner aux enseignants de premier degré des références, des pistes pédagogiques pour définir un certain nombre de notions, pour remettre en perspective un certain nombre de questions, de sujets. Un choix de texte philosophique a également été proposé aux enseignants. Troisième élément, j'ai souhaité agir pour que l'école porte haut la valeur de laïcité. Vous vous souvenez que nous avions, en 2004, j'étais à l'époque parlementaire, nous avions adopté une loi importante dans l'histoire de la République, dans l'histoire de la laïcité. Elle s'était faite dans le cadre d'un consensus et j'ai été sollicité dans le cadre de ma mission par des chefs d'établissement ou des directeurs d'école pour étendre ces dispositions de neutralité du service public de l'éducation aux accompagnateurs scolaires. Après une réflexion longue qui a permis d'entendre les uns et les autres, j'ai répondu favorablement à la demande de ces chefs d'établissement et de ces directeurs d'école. Et j'ai donc promulgué, en mars 2012, une circulaire interdisant le port du voile aux accompagnateurs scolaires. Parce que je considérais que lorsqu'on était parent accompagnateur, on participait au service public de l'éducation. C'était d'ailleurs la position du Haut Conseil de l'intégration dans son rapport de 2010. Et que donc, à ce titre, on devait observer la même neutralité que les fonctionnaires
du service public de l'éducation nationale. Et je considère que cette neutralité est indispensable à notre service public de l'éducation nationale. J'ai ensuite engagé un certain nombre de mesures qui visaient à restaurer la sécurité dans les établissements scolaires. Souvenez-vous, nous avions organisé en 2010 des états généraux de la sécurité à l'école pour activer en même temps tous les leviers en la matière, aussi bien la création d'équipes mobiles de sécurité pour venir accompagner les chefs d'établissement sous l'autorité des recteurs, mais aussi des modules de formation pour les maîtres à la tenue de classe, formation pour les enseignants, création de ressources en ligne, de formation nationale et académique pour les nouveaux enseignants. Nous avons voulu que la tenue de classe soit renforcée pour les enseignants. Établissement de réinsertion scolaire qui avait pour objectif d'accueillir des élèves dont le comportement nuisait au bon fonctionnement de la classe. Et nous avons adopté une position assez nouvelle sur la question de l'exclusion. Vous savez, la facilité dans les établissements scolaires, c'est de dire cet enfant a un comportement insupportable, nous allons l'exclure. Voilà. Nous avons travaillé sur cette question des procédures disciplinaires, à la fois en rendant automatique l'engagement d'une procédure disciplinaire, mais en limitant les exclusions temporaires et définitives pour éviter le risque de déscolarisation. Et en parallèle, nous avons créé ces établissements de réinsertion scolaire justement pour accueillir des élèves particulièrement turbulents dans l'objectif de les réinsérer dans le système éducatif. Autre volet de la politique qui a été menée et qui vous concerne, nous avons souhaité responsabiliser les parents. Les responsabiliser dans le cadre de l'obligation d'assiduité de leurs enfants. Ça a été le vote de la loi qui a été controversé, mais que je veux défendre ici devant vous, de la lutte contre l'absentéisme scolaire, dite loi Ciotti. Je rappelle que cette loi comportait un dispositif gradué, constamment ouvert au dialogue, à la remédiation, et elle permettait d'alerter les parents, de faire en sorte que les enfants retrouvent le chemin de l'école, mais le cas ultime aboutissait à la suspension des allocations familiales. Et je veux rappeler que lorsqu'elle a été abrogée, cette loi commençait à montrer son efficacité. Mais ce n'est pas le seul point sur lequel nous avons agi pour responsabiliser les parents. J'étais très fier du dispositif de l'école des parents, qui a été créé d'abord dans les Alpes-Maritimes et étendu dans d'autres départements, qui avait pour objectif d'accueillir des enfants éloignés de la scolarité de leurs enfants, qui connaissaient mal le système éducatif, souvent issus de l'immigration, connaissaient parfois mal, pratiquaient mal la langue française. Et ce dispositif visait à favoriser d'abord l'acquisition de la langue française à des parents étrangers par les enseignants de leurs enfants, dans le collège de leurs enfants, mais aussi à les familiariser au fonctionnement de l'institution scolaire pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle de parents. Je voudrais enfin citer le dispositif qui avait été expérimenté dans l'Académie de Créteil, dénommé Mallette des parents, qui avait pour objectif d'améliorer, de renforcer le dialogue entre les parents et l'école. Je le disais à l'instant, mais trop de parents se sentent éloignés du système éducatif. D'abord parce qu'ils ont eux-mêmes pu être en situation d'échec scolaire ou de difficultés vis-à-vis de l'école, ou parce que, ne connaissant pas bien notre langue, ils redoutent la confrontation vis-à-vis des enseignants. Et donc c'est indispensable de créer ce lien, de le renforcer entre les parents d'élèves et le système éducatif. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues parlementaires, en quelques mots, ce que je souhaitais vous indiquer sur les dispositions que j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre pendant les 3 années où j'étais au ministère de l'Éducation nationale et qui concernent le spectre, le territoire de travail
de votre commission d'enquête. Je suis maintenant évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, les premières questions reviennent au rapporteur Jacques Grosperrin. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Nous avons souhaité justement vous auditionner dans la mesure où Luc Ferry précédemment vient de nous dire que la plus grande difficulté dans l'éducation nationale vient du fait que les ministres ne restent pas très longtemps, à savoir en moyenne sous la Ve République 18 mois, et vous êtes resté 3 ans. Et je crois que c'était important, c'était peut-être une des rares fois où un ministre de l'Éducation nationale a pu avoir peut-être un peu plus de temps, de liberté pour faire ou appliquer sa politique. Et puis aussi dire, et ça a été évoqué précédemment par rapport à la loi Ciotti, je crois que les choses ont été mal comprises à un moment donné, peut-être mal dites. Moi j'ai été l'orateur dans une autre assemblée sur cette loi, et je crois qu'il était important qu'à un moment donné on puisse faire ce que certains disent souvent, punir les parents lorsqu'il y a des actes délictueux qui s'exercent en tout cas à l'encontre des enseignants, parce qu'il faut aussi qu'on protège nos enseignants. Et c'est bien dommage qu'on soit revenu sur cette loi qui était graduée, et vous l'avez fort bien dit. Moi j'aurais 3 questions. Vous avez parlé tout à l'heure, vous nous avez indiqué tout à l'heure de cette circulaire de 2012 vis-à-vis des accompagnants aux sorties scolaires qui devaient être soumis à ce souci de neutralité, donc ce qui excluait le port de signes religieux. Or, le Conseil d'État a pris dans une étude du 19 décembre 2013 une position différente. Qu'en pensez-vous? Faut-il passer par la loi pour imposer cette règle? C'était ma première question. La deuxième, elle a trait à l'enseignement civique des élèves. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Est-ce que les enseignants sont correctement préparés à le transmettre? Et enfin, la troisième question, pensez-vous que le ministère de l'Éducation nationale dispose des outils nécessaires pour recenser, relayer et traiter les incidents à l'école? On se rend compte, on a auditionné Madame la DGESCO ou d'autres personnes, on se rend compte que où les choses ne sont pas dites, ou on n'ose pas les dire. N'y aurait-il pas une incitation à différents niveaux de ne pas faire remonter les difficultés observées à travers des atteintes aux règles du vivre ensemble, de la contestation des enseignements, etc. Je ne voudrais pas être trop long pour permettre à mes collègues sénateurs de pouvoir également vous poser d'autres questions. Merci, Monsieur le Ministre. Je réponds tout de suite, Monsieur le rapporteur. Voilà, merci, Madame la Présidente. Merci de rappeler que ça veut dire que quand on a passé plus longtemps, on est plus responsable quelque part de son action. Je l'assume pleinement. Je partage, cela dit, votre analyse. J'avais d'ailleurs, c'est un secret de polichinelle, il y a prescription, mais j'avais d'ailleurs dit à l'ancien président de la République que si d'aventure les Français le renouvelaient, je resterais bien quelques années de plus rue de Grenelle. Donc, vous voyez, c'est que je considérais que le temps était nécessaire dans ce ministère. Sur la question des accompagnatrices voilées, oui, j'ai vu la décision du Conseil d'État. Je crois qu'il faut une clarification de la loi. Je crois qu'elle doit se faire d'ailleurs dans un cadre comparable à celui qui a guidé le législateur en 2004. Je le disais tout à l'heure, souvenez-vous, la commission présidée par Jacques Barrot, le travail de François Baroin, qui a permis à l'Assemblée nationale un vote unanime, un vote, il y avait eu un gros travail de fond qui avait été effectué et qui avait permis de partager un certain nombre de valeurs et de voter cette loi. Je crois qu'elle est nécessaire. Même si, vous voyez, j'étais hier soir en Seine-Saint-Denis, animé une réunion publique, et j'ai été interpellé sur ce sujet. Encore une fois, qui nous a demandé d'être fermes et stricts? Ceux qui défendent les valeurs de l'école, en notre nom, les chefs d'établissement. Ils ne font pas de prosélytisme, ils ne sont pas engagés, ils défendent les valeurs de la République et de l'école. Et c'est eux qui m'ont demandé d'agir parce qu'ils considéraient qu'il y avait un risque, précisément, de prosélytisme. Donc, je pense que ce débat n'est pas secondaire, et je crois que dans ces cas-là, la République doit prendre ses responsabilités. Pendant des années, souvenez-vous, nous avons laissé les chefs d'établissement au front, en première ligne, vis-à-vis d'initiatives
qui étaient évidemment orchestrés, organisés. Nous les avons laissés seuls. Et la loi de 2004 a permis d'apporter une réponse ferme, dans un cadre bien précis, et par rapport aux valeurs que nous partageons tous. Donc je souhaite effectivement une réécriture. Sur la question de l'enseignement civique, j'ai rappelé tout à l'heure que dans les programmes du primaire de 2008, nous avions réinstauré cet enseignement civique. Si vous voulez, le problème de l'école, je vais vous dire, un des problèmes de l'école que vous constatez quand vous êtes ministre de l'Éducation nationale, c'est que vous allez au Conseil des ministres du mercredi et que vous avez 10 de vos collègues qui viennent vous voir en vous disant « Au fait, il faut absolument qu'on se voit parce qu'il me faut quelques heures sur le développement durable, sur la sécurité routière, sur le secourisme à l'école. Voilà. » Et à force de gérer ces priorités, on en oublie l'essentiel. Voilà. Moi, je considère que l'école primaire, elle est faite pour apprendre à lire, écrire et compter. Et si on se concentrait sur ces missions essentielles, on n'aurait pas 18% d'élèves qui quittent le CM2 en ne maîtrisant pas la lecture et l'écriture. Voilà. Alors ensuite, je ne peux pas vous dire ça, la mission instruction de l'école, sans oublier la mission éducation. Et évidemment, en primaire, nous devons aussi apprendre les valeurs de la République, nous devons apprendre les fondamentaux, là aussi, en la matière. Donc, bien sûr, je suis favorable à ce qu'on pousse et on développe l'enseignement civique. Il existe beaucoup de modules de formation. Je crois que c'est dans la formation des enseignants qu'on doit sans doute être beaucoup plus exigeant en la matière. Dans la circulaire que j'évoquais tout à l'heure, je demandais aux enseignants chaque jour la maxime, chaque jour se référer à un événement de l'actualité du moment pour en tirer des leçons en matière civique et en matière morale. Je pense que c'est comme cela qu'on peut éduquer nos enfants. Troisième question. Je vais vous dire, je ne partage pas le système éducatif a beaucoup de défauts. Je peux vous dire, l'administration de l'éducation nationale est une très belle administration. Et moi, je considère que alors je ne dis pas que j'étais informé de tout ce qui se passait dans les 45 000 écoles de France, mais je peux vous dire que le ministère de l'Éducation nationale, c'est un peu comme Place Beauvau. C'est-à-dire que tous les soirs, le ministre reçoit les incidents du jour et vous êtes informé de ce qui se passe, des incidents qui se sont passés dans la journée dans tous les établissements de France. Alors ensuite, peut-être que c'est comme au commissariat de police, tous les incidents ne remontent pas, ne sont pas volontairement recensés. Donc il y a une nécessité de travailler avec les chefs d'établissement pour faire en sorte. Toujours est-il que moi j'avais mis en place des outils statistiques nouveaux. J'avais demandé à un sociologue reconnu, et je suis très heureux que mes successeurs aient conservé sa mission, Éric Debarbieu, de traiter de ces questions. Parce qu'il est un grand connaisseur, notamment sur la question du harcèlement à l'école. Vous savez que c'est moi qui ai lancé la lutte contre le harcèlement à l'école, et pour lutter contre le harcèlement à l'école, il faut d'abord être informé des faits, et il faut bien qu'à un moment, il y ait un plaignant, qu'il y ait une victime, et donc il faut mettre en place des systèmes, des réceptacles qui permettent cela. Donc, là encore, il existe un certain nombre d'outils. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit dans les outils de recensement qu'il faille mettre la priorité. Je pense que c'est plutôt dans la capacité de nos chefs d'établissement à traiter ces incidents, la capacité à les assumer. Je pense que c'est plutôt dans ce domaine que les efforts doivent porter. Merci. Pardon. Mes chers collègues, des questions Monsieur Quesnel, vous voulez toujours la parole? Pas, c'est bon. Madame Duchesne, Monsieur Longuet, Madame Cartron. Donc Madame Duchesne. Pardon. Voilà. Monsieur le ministre, merci pour 2 actions que vous aviez menées pendant votre pendant ces 3 années. C'est
la création, en effet, des internats d'excellence, on les a appelés d'autres manières, mais dans les Yvelines, il y a eu des résultats tout à fait probants. Le deuxième remerciement également, c'est pour le harcèlement à l'école, le racket, etc. En revanche, je voudrais vous poser une question simple, c'est comment un ministre fait-il pour surveiller l'éducation, l'administration de l'éducation nationale, que j'aime infiniment. J'ai beaucoup travaillé avec eux, mais il n'en reste pas moins que les rapports demandés sur les recensements des violences, sur la sécurité, j'ai participé à des réunions où tout était faussé, avec les élus qui pouvaient dire qu'ils avaient assisté à tel conflit grave, et ce n'est absolument pas répercuté. Donc le problème est que vous faites votre travail, si j'ose dire, mais est-ce que à la base, dans les inspections académiques, c'est suivi, et comment faire? Nous allons prendre plusieurs questions. Monsieur Longuet. Oui, monsieur le ministre, cher Luc, quel soutien peut-on apporter à l'exercice de l'autorité au bénéfice des enseignants devant leur classe? Merci. Madame Cartron. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Alors, deux questions. La première, vous avez réaffirmé cette nécessité, et c'est sur quoi nous réfléchissons, d'enseigner les valeurs à l'école, les valeurs républicaines, et vous avez parlé le bien, le mal. Comment les enseignants, ou comment analysez-vous la difficulté des enseignants à faire passer ces valeurs dans une société qui ne les porte pas et qui porte la réussite parfois du tout argent, dans lesquels on entend et on voit malheureusement les plus vertueux ne pas être mis en avant, ni les mieux reconnus, ni respectés. Donc, comment concilier cette difficulté? Parce qu'on rêve tous d'une école qui serait quelque part un sanctuaire, mais on sait que c'est impossible parce que voilà, la société pénètre avec toutes ces difficultés, tous ces excès. Donc, voilà, comment surmonter cette difficulté. La deuxième, bon, je vais quand même intervenir à propos de la loi Ciotti, qui, je crois, ne mérite ni tant d'honneur, ni tant d'opprobre. Puisque, et d'ailleurs, Luc Ferry, précédemment, en a tracé toutes les limites. C'est-à-dire que on parle de la place des parents, mais comment et quelle est je dirais quelle serait la vertu éducative et pédagogique de sanctionner une mère de famille seule avec 4 enfants qui embauche le matin à 6 heures et j'avais été témoin qui va travailler, qui laisse ses enfants et qui découvre qu'à 9 heures, voilà, le plus grand n'est pas parti au collège. Ce sont je veux dire, des difficultés sociales qui malheureusement, je ne pense pas puissent se résoudre par 100 € par mois en moins sur une prestation. D'autant plus, et là je partage aussi ce qu'a dit Luc Ferry tout à l'heure, il faut sanctionner les parents qui ne respectent pas l'enseignant, qui même se livrent parfois alors à des dénigrements devant leur enfant, ou qui parfois n'arrivent même jusqu'aux actes. Mais là je pense que c'est plutôt la loi, la justice qui doivent rappeler les parents à l'ordre, où un enseignant, ça se respecte, un enseignant ne doit pas subir d'actes de violence, un enseignant doit être accompagné. Voilà, donc c'était les deux points sur lesquels je souhaitais intervenir. Monsieur Legendre, comme ça, monsieur le ministre pourra répondre à toutes les questions. Monsieur le ministre, je crois me souvenir que jadis, l'école de la République savait sanctionner
mais qu'elle savait également récompenser. Et là, je parle des élèves, je ne parle pas des parents. Seriez-vous favorable à ce que l'on réfléchisse à un système qui, à nouveau, récompense les élèves pour leur bon comportement? Car il me semble qu'on débat beaucoup actuellement sur les sanctions à infliger ou à ne pas infliger, ou qu'il n'est pas possible d'infliger. Il me semble que sur les récompenses, elles devraient normalement être plus acceptables, même si certains les croient puériles. La dernière question, Madame Jourda, comme ça Monsieur le ministre pourra répondre à tout. Monsieur le ministre, vous avez beaucoup évoqué l'école comme donc le creuset des valeurs, et vous avez donc à travers vos propos et ce que vous avez mis donc en place lorsque vous étiez ministre, montré cet attachement-là. Moi, je me pose une question à l'issue de grand nombre maintenant d'auditions, c'est que nous parlons effectivement tous des valeurs de la République, des symboles de la République. Nous les partageons. Nous avons cette notion d'une unité autour de ces valeurs, mais la définition de la laïcité, définition donc des valeurs que nous voulons communiquer, je ne suis pas sûre que nous ayons des enseignants d'une part formés pour les transmettre, parce que je ne suis pas sûre qu'un professeur ou de mathématiques ou de biologie ou un autre de lettres, ou bien dans l'enseignement primaire, je pense que les enseignants ont à cœur de transmettre donc leur enseignement, une certaine notion de l'éducation, mais sont-ils fédérés autour d'une définition commune? Et c'est une question qui me hante, cela, parce qu'effectivement, au tout début, je pensais vraiment que nous mettions les mêmes choses derrière les mots, et je n'en suis pas totalement convaincue. Voilà. Je souhaiterais que vous nous disiez votre sentiment sur cet aspect des choses. Merci, si vous voulez bien répondre à ces nombreuses questions. Alors, Madame Duchesne, effectivement, j'aurais pu parler des internats d'excellence. C'était un programme que j'ai eu beaucoup de plaisir à porter. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai contacté le proviseur de l'internat d'excellence de Sourdin récemment, après les événements du mois de janvier. Et il me disait, vous savez, Sourdin, c'est le premier internat d'excellence qu'on a lancé, 90% de jeunes issus de milieux très défavorisés, dans des quartiers essentiellement issus de l'immigration. Et je me souviendrai toujours d'ailleurs de la cérémonie d'inauguration de cet internat où j'avais rencontré les parents d'un jeune enfant qui devait avoir une douzaine d'années, d'origine africaine, les parents en tenue traditionnelle, et le père venant vers moi en me disant nous avons eu beaucoup de chance dans la vie parce que la France nous a accueillis et miracle, notre enfant fait des prouesses à l'école. Alors pour l'instant nous avons fait ce que nous pouvions, maintenant nous vous le confions. Et j'ai trouvé que c'était très beau, un très beau message de ce qu'était la mission de l'école de la République. Et donc j'avais ce directeur d'école, ce proviseur au téléphone il y a quelques jours, et il me disait que dans la fameuse minute de silence, qui a été très polémique après le 7 janvier, eh bien, il n'avait eu 0 incident dans son établissement. Pourquoi? Parce que après les attentats, ils ont décidé, avec l'équipe pédagogique, d'avoir un vrai débat avec les élèves. Ils ont parlé de tout, ils ont discuté, et ensuite, l'autorité qui existe dans cet établissement a fait que, et le partage des valeurs, qu'il y a eu 0 incident au moment de la minute de silence. Voilà. Donc, c'est possible. C'est-à-dire, il faut arrêter de considérer que le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui fait qu'on n'y arrivera pas. Non, c'est pas vrai. C'est possible. Sur la question du harcèlement, j'ai eu l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Alors oui, c'est vrai que c'est une tentation, pas que de l'école, de toutes j'allais dire les systèmes organisés, de fuir, de ne pas regarder la réalité telle qu'elle est. Et j'ai eu l'occasion de constater cela. Maintenant, c'est aussi au système, c'est-à-dire aux dirigeants, aux ministres, aux directeurs d'administration, aux recteurs, de piloter. Et donc, d'aller dire à leurs inspecteurs d'académie, ne mettez pas la poussière sous le tapis, regardez la réalité en face. Moi, je présidais systématiquement les réunions de recteurs, une fois par mois,
et une fois par trimestre, celle de recteurs et de directeurs administratifs de l'éducation nationale, directeurs départementaux, inspecteurs d'académie. Et le nombre de fois où je leur ai dit, mais regardez la réalité en face, ne soyez pas le petit doigt sur la couture du pantalon, il faut que l'école soit ouverte à la réalité et quand il y a des difficultés, les regarder en face, les assumer, ne pas être dans un politiquement correct qui fait qu'on s'abrite derrière un système. Donc c'est encore plus le cas sur ces questions de harcèlement. Gérard Longuet m'a posé la question finalement une question difficile. Qu'est-ce qu'on fait pour assurer, renforcer l'autorité des enseignants? D'abord, on leur apprend à eux-mêmes l'autorité. Je pense que j'évoquais tout à l'heure une période de notre système éducatif où on a un peu oublié les règles de base. Début des années 70, quand on explique, si vous voulez, aux enseignants et aux parents que finalement l'élève pourrait être l'égal du maître et que la science infuse peut venir de là, ça ne renforce pas l'autorité. Et ça ne renforce pas l'autorité dans la classe. Donc je pense que c'est d'abord en affirmant des principes simples, parce que ça a été évoqué par un d'entre vous, Jacques Legendre, finalement, il y a des principes et des valeurs qui ont toujours très bien fonctionné. Et plus c'est simple, mieux ça marche. Donc d'abord en affirmant cette autorité. Ensuite, en soutenant ces enseignants, en étant à leur côté. C'est eux qui sont en première ligne. Je reprends l'exemple de ma circulaire, si vous voulez. Quand vous rencontrez des enseignants dans un collège difficile, mais qui arrivent, qui sont au combat, ils sont au combat en votre nom. Vous êtes rue de Grenelle, le recteur, il est dans son rectorat, mais les enseignants, pour des rémunérations, somme toute, très limitées, tous les jours, au quotidien, ils défendent les valeurs de la République que vous prenez. Donc si vous n'êtes pas à leur côté, si vous n'êtes pas là quand c'est dur, si vous ne les soutenez pas, alors soutenez pas, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi, ça veut dire être fort, être capable d'être là quand c'est difficile et quand ça tangue. Ne pas défendre l'institution pour l'institution, mais défendre l'enseignant qui a le courage d'accomplir sa mission. C'est ça aussi, conforter et renforcer l'autorité. Puis enfin, l'autorité, ça s'apprend. C'est pas forcément inné. Vous avez des maîtres qui ont ça dans les gènes, c'est-à-dire que le charisme naturel, le fait qu'ils soient capables de diriger une classe de main de maître. Et puis vous avez des enseignants qui apprennent. Vous avez de jeunes enseignants qui, à 25 ans, sortent de l'école terrorisés à l'idée d'arriver dans un collège. Alors d'abord, on évite de les mettre dans les collèges les plus difficiles, si on veut assurer de l'autorité. Puis ensuite, on les accompagne, on les aide. On fait en sorte que les enseignants les plus expérimentés, les coachs, leur donnent quelques petits trucs. Et c'est pour ça que j'avais créé un module de formation à la tenue de classe, parce que là encore, vous avez des enseignants qui ont ça dans le sang, puis vous en avez qui ont besoin qu'on leur explique le b.a.-ba, et puis ils progressent là aussi. Et donc je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut asseoir l'autorité des enseignants. Je passe à Madame Cartron, vous avez raison, l'école, moi j'ai jamais pensé que l'école pouvait être un sanctuaire. Pourquoi? Parce que l'école, elle est le reflet de la société. Moi, ça m'amuse toujours quand on dit l'école est violente. Ben non, c'est pas l'école qui est violente, c'est la société qui est violente. Et les enfants, les 12 millions d'élèves qui viennent à l'école tous les jours, ils viennent de leur famille. Je ne pense pas que ce soit à l'école que les rebelles qui n'ont pas voulu respecter la minute de silence aient appris ce qu'ils ont dit ou leur comportement. Donc, il y a forcément une porosité, forcément. Donc, il n'y a pas de sanctuaire. Alors, comment on fait pour, dans une société, effectivement, où les valeurs sont plus forcément celles qu'on a pu connaître dans une époque peut-être trop ancienne, d'abord, c'est pas en se résignant. C'est-à-dire que si à l'école de la République, on considère que finalement cette société, elle est comme ça, il faut plutôt l'accompagner, on a tout faux. Moi, je pense, les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure en témoignent. Je pense que moi, j'ai été, vous savez, quand vous rentrez dans un collège,
j'ai été au ministre de l'Industrie. Quand vous rentrez dans un collège, je vais choquer certains d'entre vous, c'est comme quand vous rentrez dans une usine. C'est-à-dire que vous voyez tout de suite si c'est un établissement bien tenu, avec le respect des règles, avec une autorité, avec une adhésion à un projet. C'est pareil. Tout de suite. Vous sentez s'il y a un principal qui est respecté par ses enseignants, s'il y a un projet partagé, s'il y a du respect, s'il y a de l'autorité. Ça se sent tout de suite. Tout de suite. Donc, c'est possible. C'est possible. Et quand vous donnez plus de marge de manœuvre, d'autonomie à un chef d'établissement, eh bien, il va, avec ses enseignants, partager des orientations, adhérer à un projet. Et là, vous êtes plus fort pour le mettre en œuvre. Donc, la frontière entre le bien et le mal, c'est pas manichéen, c'est pas théorique, c'est pas philosophique. C'est aussi être capable d'affirmer un projet pour l'établissement qui va être capable ensuite d'être mis en œuvre parce qu'il y a une adhésion. C'est pour ça que j'avais mis en place un programme d'autonomisation forte dans certains collèges, 300 collèges, le programme Éclair, vous vous en souvenez, où je donnais une autonomie pour les chefs d'établissement de recrutement de leur équipe pédagogique. Parce que je considérais que si vous arrivez à reculons dans un collège, c'est mal barré pour avoir une cohérence dans l'équipe pédagogique. Si vous voulez. Donc quand vous avez des enseignants qui ont envie d'aller dans les lycées et les collèges difficiles, et pas uniquement pour la prime qu'ils reçoivent, parce que ça les passionne, parce qu'ils ont envie de tirer ces élèves, et ils réussissent. Donc moi je considère que la marge de manœuvre, l'autonomie, la confiance qu'on doit donner aux chefs d'établissement, ça fait partie de ce que vous décrivez, c'est-à-dire la capacité d'être fort pour derrière transmettre des valeurs, un projet au nom de l'école de la République. Sur la loi Ciotti, je comprends que mon prédécesseur devant votre commission est sur la même ligne que moi, ce qui ne me surprend pas, mais effectivement, je ne crois pas qu'il y ait d'autorité sans sanction. Voilà. Alors c'est le cas pour les élèves, mais c'est le cas aussi pour les parents. Alors vous citez un exemple, vous avez raison, mais je pense que les garde-fous avaient été mis en place pour permettre d'éviter le cas que vous décrivez. C'est-à-dire que, à mon sens, le cas que vous décrivez, c'est 0,01% des cas. Et il pouvait être traité par les rendez-vous entre les parents et les chefs d'établissement, le CPE, enfin les étapes successives, puisque tout à l'heure Jacques Grosperrin rappelait ce concept de riposte graduée. Je crois tout à fait, Monsieur Legendre, à l'école de la récompense, absolument. Je pense qu'il y a des initiatives dans ce domaine qui sont prises localement, et je crois beaucoup. Moi, ça m'est beaucoup amis. Une anecdote personnelle. Je suis sorti de l'université à la fin des années 80, à la Sorbonne, et notre promotion avait décidé de réinstaurer la cérémonie de remise des diplômes. Et un de mes grands enseignants d'économie, j'étais un peu délégué de classe, enfin de promotion et tout, m'avait dit, écoutez, vous voyez Châtel, j'aurais tout connu dans ma vie. Je termine ma carrière professionnelle et j'ai connu la génération qui m'a demandé de supprimer la cérémonie de remise de diplôme. Eh bien, je connais enfin, avant de partir en retraite, celle qui me demande de restaurer cette cérémonie. Voilà. Moi, je crois aux cérémonies de distinction, de récompense qui sont très importantes. Alors, pas n'importe lesquelles. Vous vous souvenez d'une expérience que j'avais trouvée un peu hasardeuse, mais quand on expérimente, ça peut partir dans tous les sens, qui était la fameuse cagnotte. Vous savez, on expliquait que pour les élèves qui étaient assidus à l'école, on allait les récompenser financièrement. Voilà. Je veux dire que les bras m'en étaient un peu tombés, et j'avais demandé au recteur de prendre un peu ses distances par rapport à cette initiative. Donc la récompense, oui, mais je pense plus aux récompenses traditionnelles que nous avons pu connaître dans notre système éducatif. Enfin, Madame Jourdain, oui, vous me posez une question compliquée parce que je pense que la définition de la laïcité, des valeurs républicaines que l'école doit transmettre, elles n'appartiennent pas aux enseignants. Elles appartiennent à nous. Elles appartiennent à ceux. C'est à nous. J'ai fait référence tout à l'heure aux travaux j'ai cité Jacques Barrot, mais il y a eu une commission qui avait précédé en 2004 sur la laïcité. Stasi. Eh bien, il y avait eu un travail remarquable de partage de ces mots, ces valeurs pour définir ensemble
ce que nous considérions être la laïcité, les valeurs de la République. Donc on y arrive. Je veux dire, on est capable de faire ça. On est capable même de les partager au-delà de nos sensibilités politiques. Et ce ne sont pas, à mon sens, ce n'est pas aux enseignants de les définir, c'est aux enseignants de les transmettre, de les appliquer, les mettre en œuvre et de les transmettre. Mais ces débats-là, ils doivent avoir lieu plutôt au Sénat ou à l'Assemblée nationale que dans les salles de profs. Voilà. Merci. Merci et vraiment, on a apprécié aussi votre parole. Voilà pour ces deux auditions sur le thème de l'éducation et la perte de repères républicains. Vous avez pu voir Luc Ferry et Luc Châtel répondre aux sénateurs de la commission d'enquête créée en janvier dernier sur ce sujet. Les deux ministres, les deux anciens ministres sont revenus devant les sénateurs sur leur vision de l'école comme foyer de transmission des valeurs républicaines et sur les réformes qu'ils ont essayé de mener. La commission d'enquête poursuit ces auditions, des auditions que vous pouvez toujours voir et revoir sur notre site publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.